Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du cours, à savoir un chapitre sur les dérivés halogénés. Donc on arrête les configurations de type R et S, d'accord? Je sais que je n'ai pas corrigé les derniers exercices, on verra ça plus tard, j'avais envie de changement. Alors, les dérivés halogénés, qu'est-ce que c'est? Ce sont des alcanes sur lesquels un hydrogène a été remplacé par un dérivé halogéné, à savoir le fluor, le chlore, le brome ou l'iode. Au niveau de la nomenclature de ces dérivés halogénés, on appelle ça des halogénoalcanes. C'est assez simple, on utilisait méthyle pour le groupement méthyle ou éthyle. Ici, les groupements, ça va être les dérivés halogénés. On va avoir par exemple pour l'iode, on va avoir de l'iodométhane. Au niveau du fluor, ce sera du fluoro, comme la molécule à ce niveau-ci, c'est du fluorocyclohexane. La troisième molécule, on a quoi comme dérivé halogéné? On a un brome, donc la nomenclature sera du bromo. On voit bien que la chaîne principale, c'est une chaîne propane. On a deux substituants, le méthyle et le bromo. On les classe par ordre alphabétique, donc ce sera du 2-bromo, 2-méthyle, 2-méthyle propane. Ensuite, pour l'iode, comme je l'ai dit, ce sera de l'iodo. Ici, qu'est-ce qu'on a pris comme chaîne principale? On a pris le propane. On a bien un iode en position 1 et un groupement méthyle en position 2. On aura du 1 iodo, 2 méthyle propane. Les deux derniers sont un petit peu plus difficiles puisque on a un cycle qui est le cyclooctane et on a une chaîne, celle-ci, sur laquelle on va retrouver un substituant, l'iode. Donc, vous savez, on va nommer d'abord la chaîne secondaire. Donc, l'iode est en position 1. On a un éthyle, donc ce sera du 1-iodo-éthyle-cyclooctane. La dernière molécule, voilà, là, c'est une grosse. Elle est en 11 carbone et on a comme substituant, comme chaîne secondaire, une chaîne de type butyle qui contient 4 atomes de carbone. Qu'est-ce qu'on va retrouver sur cette chaîne butyle? Sur le deuxième carbone, on a un chlore et un méthyle. Sur le troisième, on a un deuxième méthyle et un troisième méthyle. Donc pour nommer la chaîne, ce sera du 2-chloro 2,3,3 triméthylbutyle, puisqu'on avait bien trois groupements méthyle. Et quand on a une chaîne ici, elle fait 11 carbones, vous avez qu'à les compter, et ça porte le nom de 1 décane. Vous avez donc, vous voyez, ça respecte vraiment la nomenclature des alcanes. On va faire deux exercices, enfin non, moi je vais en faire un avec vous, et vous allez en faire un vous-même. Je l'ai là. Donc, on demande de dessiner une chaîne de 2-iodo-éthyle-cyclooctane. Donc, la première chose, c'est l'exercice combien? Je ne sais plus moi. Donc, c'est exercice 1. Voilà. Alors, on a du cyclo, je vais m'y retrouver à vous tracasser pas, du cyclooctane. Donc, il faut faire un cycle à 8 pièces. Je vais reprendre mon stylo. Ouais, c'est là. Voilà. Donc, je vais essayer de dessiner ça. On a un cycle à 8 pièces. Comme ceci. Et, ouais, c'est pas très droit, il faut que je m'habitue. Et on a un substituant qui est du 2
iodo-éthyle. Donc on a un premier carbone et un second carbone. L'iode se trouve en position 2, donc on peut le mettre ici. Et maintenant on n'a plus qu'à mettre les hydrogènes. H, H, et H. Donc, plus ou moins, hein, je ne suis pas encore pro de ce truc-là, on a la molécule qui est du 2-iodoéthyl cyclooctane. À vous de faire la molécule suivante, à savoir du 5-butyl 3-chloro 2,2,3-triméthyldécane. Il n'y a pas, attention, hein, le prime ici n'existe pas. Donc voilà, pour la nomenclature, on est bon. Maintenant, on va s'intéresser à cette fameuse liaison carbone-halogène. Alors, la première chose, on peut dire que la liaison carbone-hydrogène est polarisée. Je vais expliquer tout de suite ce que veut dire ce terme polarisé. En fait, les halogènes sont plus électronégatifs que le carbone. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'électronégativité. On pourrait l'expliquer de façon très simple. En fait, c'est le pouvoir d'un atome d'attirer les électrons vers lui. Vous savez bien qu'une liaison entre deux atomes est constituée de deux électrons. Imaginez que l'halogène est plus électronégatif, c'est-à-dire qu'il va tirer vers lui les électrons de la liaison, pas totalement, hein, partiellement, avec une force plus ou moins importante par rapport à son niveau d'électronégativité. Il faut savoir que le fluor est l'halogène le plus électronégatif. Qu'est-ce que ça va modifier? Ça va modifier la densité électronique de la liaison carbone-halogène. Et cette liaison va être déplacée dans la direction de l'halogène, ce qui va conférer à l'halogène une charge négative mais partielle. Donc on ne va pas avoir une charge négative totale, qui vaudrait une unité, mais elle aurait une charge négative partielle, c'est-à-dire comprise entre 0 et 1. À ce moment-là, le carbone, lui, va avoir une charge positive partielle. Comment est-ce qu'on peut montrer ça? Comme ceci. En fait, vous voyez ici que l'halogène a une charge négative partielle et le carbone a une charge positive partielle. Comment on écrit les charges? C'est un delta, c'est-à-dire une charge partielle qui est soit positive pour le carbone et on a un delta moins pour l'halogène. Donc en fait, la densité électronique pourrait être symbolisée comme ceci. Elle est beaucoup plus importante au niveau de l'halogène. D'accord? Donc les électrons de la liaison vont se trouver plus proches de l'halogène, ce qui va lui donner une densité électronique plus importante, mais elle n'est que partielle, et le carbone va être légèrement appauvri en électrons et deviendra delta plus. Qu'est-ce que ça va produire comme effet? En fait, c'est un effet important lors des réactions. Les anions et les espèces riches en électrons vont être capables, à ce moment-là, d'attaquer l'atome de carbone positivement polarisé, tandis que les cations et les autres espèces déficientes en électrons peuvent par contre attaquer l'atome d'halogène. Nous, on va rester sur la première, c'est-à-dire les anions et les espèces riches en électrons qui vont être capables d'attaquer le carbone positivement polarisé. Ce type de réaction, ah oui, je devais vous montrer autre chose, c'était l'électronégativité au niveau du tableau périodique. Donc, ce sont les valeurs ici en bas
D'accord, donc si on regarde le carbone, il a une électronégativité de 2,55. Celui qui a l'électronégativité la plus forte, donc c'est-à-dire qui a la capacité d'attirer de façon la plus importante les électrons des liaisons, c'est le fluor. Ensuite, on a le chlore avec 3,16, le brome 2,96, l'iode 2,66. Donc on voit que on a bien une différence d'électronégativité entre le carbone et les différents halogènes. Alors, ça va être le gros de la leçon, c'est ce qu'on va appeler une substitution nucléophile. Donc, les réactions avec les halogénoalcanes, on va tout le temps faire intervenir des substances qui vont présenter une paire électronique libre. Alors, ça peut être quoi? Ça peut être des anions, tels que l'ion iodure, ou des espèces neutres comme l'ammoniac. Je vais vous faire un petit dessin pour vous l'expliquer. Donc, si je dessine mon ion iodure, donc qu'est-ce que j'ai? J'ai mon iode. Si vous regardez dans le tableau périodique, l'iode, je l'ai là, hein, je vais vous le remontrer. L'iode se situe dans la 17e colonne, c'est-à-dire la 7e colonne. Il possède 7 électrons autour de lui. Pour qu'il devienne négatif, un anion, il a capté un électron, donc il en a 8 pour I-. Comment on va représenter ça? On va représenter ça avec des paires libres. Donc, il faut que je retrouve. Voilà. Donc, il a 4 fois 2 électrons autour de lui. Donc, il y en aura une ici, une là, troisième paire libre, quatrième paire libre. Donc, c'est bien l'ion I-. Qu'est-ce que c'est qu'une paire libre? En fait, une paire libre, ce sont 2 électrons. Donc, on peut la représenter par 2 électrons ou alors par un trait. C'est plus facile de présenter par un trait. Ça symbolise une liaison. Une liaison, c'est 2 électrons également. Maintenant, si je prends l'ammoniac, c'est NH3. L'azote, il est dans la 5e colonne, il a 5 électrons de valence. Il utilise 3 électrons pour former ses liaisons avec l'hydrogène et il lui reste une paire libre puisqu'il lui faut 5 électrons. Donc si je veux dessiner l'ammoniac, en fait, je vais avoir comme ceci. Il est lié 3 fois à l'hydrogène de cette manière et il a une paire libre. Maintenant, par exemple, si j'ai envie de dessiner l'eau, donc l'eau c'est H2O. À quoi va correspondre la formule? On a l'oxygène. L'oxygène est situé dans la quantième colonne, dans la 6e colonne. Donc il possède 6 électrons. Voilà, il est représenté comme ceci. Il en utilise un pour la liaison avec l'hydrogène et un second pour l'autre liaison avec l'hydrogène. Donc il va lui en rester 4. D'accord? Puisque dans les liaisons à ce niveau-ci, donc si par exemple je veux. Ah oui, je peux gommer moi. Si je veux représenter la liaison autrement, voilà. En fait, c'est un électron et un électron. C'est la liaison. Alors, à qui appartiennent les électrons? Il y en a un qui appartient à l'oxygène et un à l'hydrogène. Donc, l'oxygène a bien utilisé 2 électrons pour former ces 2 liaisons. Donc ici, si je remets un là, voilà, et un ici, on a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, l'oxygène a 2 paires libres. Donc, les réactifs qui possèdent des paires libres, d'accord, des ions, des anions ou des molécules neutres, comme l'ammoniac, vont pouvoir attaquer le carbone
qui est attaché à l'halogène et remplacer l'halogène. C'est ce qu'on va appeler une réaction de substitution nucléophile. La polarisation de la liaison carbone-halogène provoque le développement d'une charge positive sur l'atome de carbone. On l'a vu ça. Alors, à cause de la présence de cette charge, le centre carboné a tendance à réagir avec des espèces qui vont posséder des paires électroniques libres, puisqu'il est delta plus et que les paires électroniques, c'est des charges négatives, elles vont venir attaquer ce carbone, d'accord? Alors, ceux qui possèdent des paires électroniques libres, on va appeler ça des électrophiles, donc qui aiment... excusez-moi, je corrige. Le carbone qui est lié aux halogènes, il a une charge delta plus. Donc, on va appeler ça un carbone électrophile. D'accord? C'est qui aime les électrons. Comme il est delta plus, il aura tendance à réagir avec ce qui porte des électrons. Tandis que les atomes qui sont porteurs de paires électroniques libres, eux, vont être qualifiés de nucléophiles. Donc une substitution nucléophile, il y a un nucléophile qui va venir attaquer le carbone électrophile, c'est-à-dire le carbone qui est lié à l'halogène. Donc si on regarde comment ça se passe, on a un nucléophile, d'accord? Donc ici on a un nucléophile avec une charge négative, par exemple, ça pourrait être du OH. Ah, zut. Ça pourrait être du OH-. Alors, on remarque qu'on a le carbone électrophile avec une charge delta plus et l'halogène qui est delta moins. Qu'est-ce qui va se passer? Le nucléophile, la paire libre du nucléophile va venir attaquer le centre électrophile, pauvre en électrons, et l'halogène, qu'on va appeler le groupement partant, la liaison carbone-halogène va se rompre. En fait, l'halogène va partir avec. Donc on voit qu'on a formé une nouvelle liaison carbone nucléophile et que l'halogène est appelé le groupe sortant. Et on remarque qu'il est bien parti avec, si je prends en vert, hein, voilà, il est bien parti avec la liaison ici qu'on va retrouver à ce niveau-ci. D'accord? Alors, on peut avoir un autre type de nucléophiles, c'est ceux qui ne portent pas de charge négative. Donc, par exemple, H2O. Ne pas oublier qu'H2O a deux paires libres, par exemple. Ou alors, comme on a vu tout à l'heure, l'ammoniac NH3. Lui possède une paire libre. À ce moment-là, le nucléophile, même chose, la paire libre du nucléophile va venir attaquer le carbone. La liaison carbone-halogène va venir sur l'halogène et on va former une liaison carbone-nucléophile. Attention, ici, il va porter une charge positive, c'est une erreur. Et on a toujours le même groupe sortant, l'halogène, avec une charge négative. Pourquoi il porte une charge positive, le nucléophile? Ici, il avait sa paire libre, c'est-à-dire les deux électrons qui comptaient pour lui. Il les a utilisés pour former, vous voyez, la liaison entre le carbone et le nucléophile. C'est-à-dire qu'il a donné un électron au carbone et donc lui en a perdu un. Donc en fait, il a à ce moment-là une charge positive. Quelques exemples de réactions nucléophiles. Donc, vous voyez en rouge, on a bien nos nucléophiles et en vert, on a le groupement partant. D'accord? En bleu, c'est le centre électrophile, c'est le carbone électrophile.
qu'est-ce qu'on remarque de façon assez simple, hein, sans faire de flèches, etc. On a bien substitué le chlore par la fonction OH. Donc on avait du chlorométhane, on se retrouve avec du méthanol. Vous voyez qu'à la place du chlore, j'ai mon groupement alcool. Et à la place d'avoir OH-, qu'est-ce que j'ai? Ben, le groupement partant, Cl, sous forme de Cl-. Ici, j'ai un autre groupement, donc c'est un méthoxy, on en parlera plus tard, hein, on va tous les voir petit à petit au fur et à mesure des leçons. Bon, on a substitué l'iode par du CH3 au moins, on obtient un éther comme type de molécule, donc vous voyez, et le groupement partant c'est I-. Ici on a substitué le brome à l'iode, on a comme autre groupement nucléophile, on a le groupement cyano, donc c'est du cyanure, on a un thiolate, donc avec du soufre. Ici, vous voyez, avec l'ammoniac, d'accord? Donc ici, il n'est pas négatif, et qu'est-ce qu'on remarque? Ben, qu'on a bien une charge positive au niveau du produit final. Et du triméthylphosphine, c'est ceci. Donc le phosphore, il se situe en dessous de l'azote, il possède également une paire libre, qui peut venir attaquer le carbone à ce niveau-ci, ici on peut le faire, voilà. Et le brome, il va partir. Donc on obtient du CH3P, CH3 3 fois, avec une charge positive, et mon brome qui est négatif. Donc voilà, quelques petits exercices et vous allez comprendre. Je vais en faire avec vous. Et voilà. Donc, c'est parti pour l'exercice 2. Moi, je vais faire les flèches, je vais vous l'expliquer en entier. À vous, après, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez faire ça de façon beaucoup plus rapide. Donc, qu'est-ce qu'on avait? Ben, je ne sais plus déjà. Je vais aller revoir. Donc, de l'iodobutane avec du CH3ONA. Donc, je vais dessiner mon... Voilà, ce sera mieux comme ça. Je vais dessiner mon iodobutane. C'est parti. CH3, CH2, CH2, I. Et je le fais réagir avec quoi? Alors, ça, vous allez le voir en chimie générale, hein, mais enfin on avance quand même, j'attends pas. On a du CH3O-, en fait c'est un composé ionique Na+. Qu'est-ce que ça va nous donner comme résultat? Ben, j'ai substitué l'iode par CH3O-. Donc, maintenant, si je veux mettre mes charges, où est mon nucléophile? Ben, le nucléophile, il est ici. Donc, on a bien au niveau de l'oxygène des paires libres. Et j'ai un delta plus au niveau du carbone et charge partielle négative au niveau de l'iode. Comment la réaction va avoir lieu? Il y a une paire libre de l'oxygène qui va être attirée par la charge delta plus sur le carbone. À ce moment-ci, comme on forme une nouvelle liaison, on est obligé de faire la rupture de l'autre liaison. La
les deux électrons de la liaison carbone-iode vont sur l'iode. Donc on va obtenir quoi comme résultat? On va obtenir du CH3, attendez, je ne suis pas bien mis, voilà, CH3, CH2, CH2, O, CH3. Donc vous voyez, j'ai bien substitué l'iode par mon méthoxy, plus je vais avoir du I-. Oh là là, du I- plus, je peux le recopier, hein, du Na+. Donc voilà pour l'exercice. Pour les autres, je vais vous laisser les faire. Ce coup-ci, je les corrigerai. Hein, d'accord. KCN, ici, c'est Cn-. Celui-ci est plus compliqué, d'accord, c'est le dernier. NaI, c'est Na plus I-, et NaCH3 deux fois, c'est comme l'ammoniac, d'accord. Donc le D et le E sont un petit peu plus compliqués. On va également faire le premier exercice de l'exercice 3. Donc, qu'est-ce qu'il demande? Je vous demande d'écrire une équation de substitution nucléophile permettant de synthétiser les produits suivants. Vous allez devoir déterminer le nucléophile ainsi que le site électrophile du substrat, indiquer également le groupement partant. Donc on a 1, 2, 3, 4, on a du butane, d'accord. Il nous demande de partir du 1-bromobutane et d'utiliser un nucléophile fort. C'est parti, on y va. Donc, de quoi ai-je besoin? Je dois obtenir du... Non, ils ont déjà donné le... Je vais monter, ce sera plus simple. Voilà. Donc, ils nous ont demandé de partir du dérivé bromé. Donc, c'est parti. Et d'utiliser un nucléophile fort pour introduire un groupement OH. Ça va de soi, j'utilise un ion hydroxyde, OH-. Alors, maintenant, si on met les charges, donc ici j'ai bien mon Anu-, hein, il possède à ce moment-là 3 paires libres. J'ai ici mon électrophile. J'ai une charge à ce niveau-ci delta plus, hein, puisque le brome est plus électronégatif que le carbone. Alors, comment ça va se passer? Je vais du vert, voilà. J'ai une paire libre de l'oxygène qui va venir attaquer mon atome de carbone. Le brome va partir avec la liaison, c'est-à-dire avec les deux électrons de la liaison. Qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir la molécule souhaitée, bien entendu. Et le groupement partant, ça va être quoi? Ça va être du Br-. Voilà. Je vous demanderai de faire les autres exercices pour terminer. Donc voilà, c'est la première partie du chapitre 5. Vous voyez bien qu'il y a une suite, ce sont les réactions d'élimination. D'accord? En fait, je ne sais pas si je vais la faire aujourd'hui ou pas, la vidéo. Je vais voir combien de temps ça va prendre. Donc, merci pour votre attention et à bientôt sur Discord.